aujourd'hui dans le cadre du festival Aller Savoir. On a proposé deux interventions, deux conférences. Une conférence aujourd'hui de Julia Sergaud que je vais succinctement présenter dans les secondes qui suivent, et également une conférence demain de Perraudin, d'Emmanuel Perraudin à 11 heures au musée d'Histoire. Et ce sont des conférences abécédaires et des conférences abécédaires comestibles. Comment est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, au début, nous organisons des saisons de conférences Opéra Mundi à Marseille. Nous partons des questions écologiques pour revisiter toutes les questions centrales du XXIe siècle. On intervient dans divers lieux comme le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, l'Alcazar, la bibliothèque de l'Alcazar, parfois le théâtre de la Criée, au sein des musées et également à un niveau métropolitain, dans des bibliothèques de Vitrolles, dans d'autres bibliothèques de Pertuis peut-être, et énormément d'autres bibliothèques. Vous avez notre programme ici, qui est un programme intermédiaire, qui est la fin d'un programme qu'on a commencé il y a 1 an, qui s'appelle De la Terre, ses récits et ses usages. Et dans ce programme, de septembre à novembre, on va visiter les relations qu'il y a entre le savoir et la pratique, entre les sachants et les praticiens. Il nous semble important de mettre l'accent autant sur le savoir, sur la connaissance pure, parfois sur la théorie, mais également sur le savoir qui peut être produit de la pratique et de l'expérience. On en parlait d'ailleurs il y a quelques secondes avec Julia Sergaud. Le principe de la conférence à laquelle nous vous invitons, et nous avons invité également Julia pour intervenir au centre de cette conférence, c'est que c'est une conférence abécédaire. On va partir de six mots que Julia Sergaud nous a présentés, qui sont des notions qu'elle va développer. De ces 6 mots, on a tiré 6 initiales, et ces initiales, en fait, on les a fait cuire par un boulanger bio qui s'appelle le bar à pain, qui est en haut de la Canebière, et on a fait cuire ces lettres, et on a fait des lettres de pain. Ces lettres, en principe, on fait parfois ces conférences avec des enfants, et on demande aux enfants de piocher au hasard, de tirer au sort une lettre. Là, je vais vous présenter les lettres, et ces lettres vont correspondre à des notions que Julia Sergaud va développer. Et à la fin de la conférence, on ne prendra pas de questions et on vous invitera juste à côté, sur ces tables ici à l'extérieur, pour boire un vin de notre vignoble partenaire, vigneron partenaire Château-Bas, qui est un vignoble bio, et de manger ce pain. Et juste après, il y aura les micros et on pourra discuter avec Julia Sergaud, donner nos commentaires ou et également poser des questions. Julia Sergaud a une formation en sociologie. Elle est historienne. Elle enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Lyon et est une spécialiste de l'alimentation. Entre autres, elle a contribué, c'est quand même assez intéressant, à l'inscription du repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je lis les notes parce que c'est un peu compliqué à se souvenir. C'est un syntagme assez long. Et donc, on est très content de la recevoir ici. Et en fait, elle est en train de monter, de créer un master autour des pratiques et des théories de l'alimentation à l'excellente université UQAM de Montréal, un master qui sera sûrement pluridisciplinaire. Peut-être on pourra en parler au moment de l'apéro. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir, de recevoir Julia, et nous allons, je pense, commencer. Je vais tirer, au sort, je vais prendre une lettre devant moi, je vais vous la présenter, et à partir de cette lettre-là, Julia Sergaud va développer des notions, va dérouler un fil que nous pourrons augmenter après au moment de l'apéro. Donc là, regardez dans ces... Je voulais vous remercier quand même de m'avoir invité. Oui. Et puis avant que vous tiriez la lettre au sort, je voulais dire que je ne suis pas du tout habituée à ce type d'exercice. Comme je disais à des collègues tout à l'heure, nous, quand on cause à l'université, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Donc là, faire l'exercice en 5 minutes, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est une première pour moi. Voilà. Voilà. Donc, vous avez cette lettre là comme ça qui pourrait être un U, mais qui en fait s'avère être un M. C'est un petit M. Vous voyez là comme ça, juste là. Donc, je vais la mettre ici devant. Et donc, M, ça va correspondre à menu.
Et donc on va être au début à cette matrice menu. Alors le menu, c'est quoi? C'est la question que je pose à Julia. Est-ce que le menu, c'est une table des matières? Est-ce que le menu, c'est un filtre pour penser le monde? Est-ce que quel est le point de départ du menu et vers où le menu peut nous amener à penser? Oui, alors le menu, c'est en effet quelque chose de tout à fait ordinaire dans notre vie quotidienne, que ce soit à la maison, au restaurant, au bistrot. On dit, voilà, il y a quoi au menu aujourd'hui? Donc ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'on va manger quand on fait un menu. En réalité, un menu, c'est un programme. Il faut savoir que dans l'histoire, le mot menu, déjà, signifiait, parce que c'est un drôle de mot, menu, ça voulait dire petit, un détail, etc. Et en réalité, c'était le mot qu'employaient les officiers de bouche, les cuisiniers et ceux qui travaillaient dans les offices, pour finalement détailler les plats qu'il y aurait dans le service du repas et noté par écrit. Donc le mot menu en fait signifie petit, détail, et on peut le dire détailler les plats et un petit écrit sur lequel on va détailler les plats. Donc de ce petit objet qui était en fait un instrument de travail, un pense-bête en réalité pour ceux qui préparaient le repas, surtout parce qu'il fallait se souvenir non pas tant de la liste des ingrédients, mais ça pouvait compléter la liste des ingrédients, que de l'ordre, de ce fameux ordre des repas, la structuration des repas. Et ce menu est une invention française, parce que lorsque la France a développé sa culture culinaire spécifique au XVIIe siècle, qui était en fait la cuisine française et le repas français, il y a une nomenclature du repas, un ordre des repas, des mets qui s'est mis en place. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on peut le voir, oui, on va avoir un menu, par exemple, chez les Italiens, mais l'ordre des mets n'est pas du tout le même. La façon dont on va présenter les choses sur la table n'est pas la même. Donc en France, on va avoir, dès le XVIIe siècle, et surtout qui se développe au XVIIIe, un ordre avec donc les potages, les hors-d'œuvre, les entremets, les rots, les salades, les gros et les petits entremets, les desserts, etc. Et tout ça va être présenté successivement sur la table. Donc, que ce soit les cuisiniers qui devaient savoir dans quel ordre préparer les choses et les gens qui effectuaient le service devaient avoir ce pense-bête pour s'y référer. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc c'est en effet une organisation du monde, une organisation des repas, une nomenclature qui va ensuite devenir un objet incontournable. Et c'est seulement au milieu du XIXe siècle qu'on va avoir l'objet menu qui va être présenté sur la table. Auparavant, ça n'était jamais le cas. On a des traces au début du XIXe, par exemple, d'invitations à un repas, et où les gens me disent, voilà, vous êtes invité au repas tel jour, il y aura tel plat, il y aura la tête de veau ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, on annonçait déjà d'une certaine façon ce qu'il y aurait. Et ensuite, on a écrit ces menus et on a posé ces objets sur la table, un menu par invité. Alors pourquoi? On va dire, du coup, c'est partager cette nomenclature et cette organisation du repas. C'est en même temps anticiper pour celui qui va lire, anticiper des goûts, des associations de saveurs, des textures, enfin toutes sortes de choses. Hein. Ça donne envie, un menu, ça fait saliver, ça met l'eau à la bouche. Ça nous permet aussi de mesurer un peu ce qu'on va manger. Quand on a le menu avec plusieurs services, on va savoir qu'on va peut-être pas trop se précipiter sur l'entrée parce qu'il y a beaucoup de choses qui suivent derrière, enfin, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ce qui fait notre relation au repas. Et c'est vrai que dans le repas français, tel qu'il a été, le repas gastronomique français, tel qu'il a été inscrit à l'UNESCO, comme vous l'avez expliqué, on a évidemment ce menu traditionnel français qui est aujourd'hui, on va dire, dans le quotidien de 3 services, peut-être 2 services dans les nouvelles générations,
entrée plat ou plat dessert, mais traditionnellement, on a l'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Ça, c'est le minimum. Dans le menu, dans l'inscription UNESCO, on a dit que ça pouvait comporter encore plus de services. C'est vrai que pour les repas de fête, on a des menus qui comportent le service du poisson, de la viande, enfin, etc. Donc, on est déjà à 5-6 services. Bon, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui, à partir donc, du 17-18e siècle en France, s'est propagé en fait, au monde entier. Et c'est cette idée de la structuration, de l'annonce du repas qui est, voilà, qui s'est développé à travers le menu. Alors on a autant les menus à la maison, dans les repas de grandes occasions, que dans les restaurants évidemment, mais aussi les enfants des crèches, des écoles, etc. Le menu est toujours présenté. C'est à la fois un programme et aussi c'est une trace. C'est une trace qu'on garde aujourd'hui. C'est devenu en fait, j'allais presque dire un outil de convivialité. Quand on est invité à des repas un peu festifs, tout ça, on garde, ou quand on va occasionnellement dans un grand restaurant, on garde le menu, on garde la trace. Donc le menu est aussi devenu une mémoire de ce qu'on a pu manger. On relit le menu et on se remémore les saveurs, les moments de partage. Et du coup, le menu est devenu un objet, un bel objet. Au XIXe siècle, on a commencé à demander aux plus grands artistes d'illustrer des menus. Et aujourd'hui, vous avez, par exemple, à la bibliothèque de Dijon, de magnifiques collections de menus. Et c'est vrai que la bibliothécaire de Dijon avait demandé aux Dijonnais et aux gens de Bourgogne de façon générale de faire don de leur menu. Et ce qui nous permet, nous, pour les historiens aujourd'hui aussi, de travailler sur ces objets qui sont devenus des traces matérielles sur lesquelles on peut faire aussi des études et des recherches. Voilà. Je me souviens aussi, moi, avoir travaillé sur des menus des restaurants, ce qui nous permet, par exemple, nous, pour les historiens, de voir l'évolution des prix des produits. Par exemple, comment le poulet, au début du 19e siècle, était vraiment un mets très, 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 très recherché, qui coûtait très, très cher. Et puis, subitement, dans les cartes des restaurants, on voit que le prix baisse et qu'il devient moins cher que le bœuf. Et ben oui, là, on dit, ben pourquoi? Ben oui, c'est la mise en place de l'élevage en batterie. Donc, du coup, il y avait beaucoup plus de poulets. Voilà. Donc, le menu, c'est beaucoup de choses. Merci. Le menu, c'est une trace, c'est un témoignage, c'est un symptôme aussi, comme vous le dites, de notre société, de nos usages et de nos pratiques. Moi, j'avais quelques questions à vous poser, mais je les réserve pour les questions au moment de l'apéro. Et donc, là, on a une... On va passer à l'éducation, parce que je pense que dans le menu, voilà, quand on nous présente un menu au restaurant, on est amené à faire des choix. Et quand on fait des choix, ça veut dire que ces choix sont dictés par un certain nombre de principes ou de connaissances, ou de goût, ou de plein de choses. Mais en tout cas, on fait des choix. Donc c'est un E minuscule qui est un peu difficile à repérer, mais que l'on peut repérer, qui correspond à la notion d'éducation, qui est une notion bien sûr importante qui revient à chaque fois que l'on invite des praticiens ou des sachants. Il y a toujours l'éducation qui arrive au centre du débat. Ben oui, l'éducation. Et l'éducation, alors, quand on parle d'alimentation, on va parler, quand on évoque l'éducation, de trois choses qui sont relativement distinctes. On va avoir l'éducation nutritionnelle, on va avoir l'éducation alimentaire, et on peut avoir, moi je milite pour qu'on ait l'éducation sensorielle, à vrai dire. Voilà. Alors, l'éducation alimentaire, c'est quelque chose donc qui est assez ancien aussi dans l'histoire. Je fais souvent des références évidemment à l'histoire. Et une des premières choses que j'ai trouvées dans mes recherches, c'était un texte de 1792 de Condorcet. Donc on est dans la décennie révolutionnaire, dans la mise en place républicaine, etc. Et Condorcet
dit qu'il faut absolument former les enfants des milieux les plus pauvres à la diversification de la consommation alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on apprend que il y avait traditionnellement une consommation alimentaire qui était assez, on va dire, qui avait peu de choix, hein, qui était assez pauvre. Et au fur et à mesure qu'on a eu plus de produits accessibles, encore fallait-il sortir les gens de leurs habitudes pour qu'ils mangent autrement. Cette éducation alimentaire, ce qui est amusant, c'est que j'ai travaillé par exemple sur le sucre. J'ai travaillé sur le sucre. Et pendant très longtemps, le sucre était un produit qui valait très très cher. On avait essentiellement, c'était la canne à sucre, hein, avant qu'on fasse le sucre de betterave. Donc ça venait de loin, c'était très cher. Et il n'y avait que les élites qui pouvaient goûter ces friandises. Et ce n'était pas du tout les friandises telles qu'on les entend aujourd'hui, mais en tout cas des choses à base de sucre. Et puis, les classes populaires, les pauvres, les ouvriers, les paysans, n'avaient absolument pas accès au sucre. Même quand on dit oui, le miel, ben non, ce n'était pas non plus forcément quelque chose auquel on avait accès. Donc, on ne mangeait pas sucré. Le peuple ne mangeait pas du tout sucré. Et à partir du moment où on produit le sucre de betterave, donc on a évidemment sur le marché toute une industrie qui va mettre en place des quantités très importantes du sucre. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire au milieu du 19e et à la fin du 19e? On va éduquer, on va entreprendre une éducation alimentaire pour apprendre au peuple à apprécier le sucre. Parce qu'ils trouvaient que c'était des petites choses, que ça nourrissait pas le sucre, vous voyez. Et donc, on va leur apprendre. On va dire, ils ne mangent pas assez de sucre, il faut qu'ils mangent plus de sucre, etc. Et quand on pense qu'aujourd'hui... Concrètement, comment ça se passait, cette éducation? C'est dans quel cadre? Ça se passait dans le cadre que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises, les usines, que ce soit, etc., où même manger dehors, parce qu'il faut savoir que les gens mangeaient dehors, hein, aussi au 19e, beaucoup. Hein. Le fast-food, c'est pas les Américains qui l'ont inventé, ils ont inventé McDonald's, mais pas le fast-food. Et donc, on mettait énormément de mets sucrés, énormément de confitures, d'ailleurs, jusqu'aux années 50, 60, la confiture faisait partie des desserts offerts dans les restaurants. Hein, voilà. Donc, vous voyez comment l'éducation alimentaire peut se faire, alors qu'aujourd'hui, on veut désapprendre, ça fait partie de l'éducation alimentaire, de désapprendre de consommer du sucre. Parce que l'éducation alimentaire, c'est à la fois... Alors, on distingue l'éducation nutritionnelle et l'éducation alimentaire, à vrai dire. L'éducation nutritionnelle, c'est donner des informations sur la composition nutritionnelle des aliments en lipides, glucides, protéines, etc., vitamines, etc. Tout ça, c'est l'éducation nutritionnelle. Et pendant très longtemps, pendant quelques années en France, on a pensé, et dans d'autres pays d'ailleurs, on a pensé que l'éducation alimentaire, c'était l'éducation nutritionnelle. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas éduquer les gens juste en leur disant vous allez manger tant de protéines, tant de glucides et tant de lipides. C'est pas possible parce que notre cerveau, il n'est pas fait comme ça. Hein. On peut pas raisonner dans ces termes-là. Donc, on a mis en place la notion d'éducation alimentaire, c'est-à-dire qui allie à la fois la nutrition, à la fois on va dire les nécessités liées à la santé de chacun, que chacun se connaisse, sache ce qu'il peut manger, ce qu'il ne peut pas manger, ce qui est bon, pas bon pour lui, etc. Mais à la fois la notion de plaisir. Et la notion de plaisir, elle vient aussi lorsque cette éducation alimentaire s'inscrit dans les usages culturels de chacun d'entre nous. Hein, c'est-à-dire on ne peut pas demander aux gens de rompre avec leurs habitudes culturelles, familiales, régionales, etc. et de leur dire maintenant vous allez juste manger des nutriments. Hein. Et en tout cas en France, ça ne passe pas. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait intégrer la notion de plaisir santé dans l'éducation. Alors maintenant, qu'est-ce qui est mis en place pour l'éducation? Ça ne peut pas se résumer juste à des étiquettes.
Hein, on comprend que ça ne peut pas se résumer à des étiquettes sur des produits, ça c'est pas possible. L'école joue un rôle fondamental, on revient au programme de Condorcet, l'école joue un rôle fondamental, mais encore une fois, comment faire de l'éducation alimentaire à l'école? On a essayé à un moment l'éducation nutritionnelle, mais bon, je vous l'ai dit, ça ne parle pas, encore moins aux enfants. On a fait des classes de goût. À un moment, Jacques Puiset avait développé ce qui s'appelait les classes de goût dans les écoles. Bon, maintenant, ça se fait encore dans le cadre des journées du goût, mais c'est le CEDUS, l'organisme du sucre, enfin de l'industrie sucrière, qui organise ça aujourd'hui. Bon, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais, et ensuite, bon, bah, c'est vrai que les cantines scolaires sont des lieux mais même les cantines d'entreprise, et il faudrait aussi à l'université, enfin il faudrait que partout les lieux où on mange soient des lieux en fait où on s'éduque dans le plaisir de manger en réalité, et qu'on apprenne, on va dire, les bonnes pratiques alimentaires, sachant que on n'est pas non plus dans l'injonction et dans ce qu'on va appeler le biopouvoir qui nous dit on doit manger ça c'est sain, ça c'est pas sain, etc. Ça, ce serait un discours aussi complètement inefficace et dictatorial quasiment. Ce qu'il faut, c'est en effet connaître, savoir, et ensuite arriver à gérer, organiser son propre menu, son repas, etc., de façon équilibrée. Et c'est vrai que ce que nous avons aussi dans la tradition culturelle française, c'est cet équilibre alimentaire, puisque, comme vous savez, même si en France on parle beaucoup de prévalence de l'obésité, etc., on est quand même le pays, derrière devant le Japon, où on a le moins d'obésité en réalité, et le plus de surpoids, de sous-poids aussi. Mais bon, donc pendant très longtemps, les observateurs étrangers, et notamment les Américains, ont dit pourquoi les Français sont plutôt minces alors que nous, on est plutôt gros. Voilà. Et donc, or les Français, c'est pas, on n'a pas eu une éducation alimentaire mise en place et organisée, mais on a dans notre tradition culturelle du repas un équilibre qui fait que, comme on a cette succession de services, finalement, on développe à la fois le plaisir, à la fois la variété des goûts, à la fois donc toute cette satisfaction du cerveau et à la fois cet effet de satiété qui se fait ressentir assez vite. Et dès qu'on ressent un petit phénomène de satiété, on peut passer à l'autre service, à un autre mets. Et là, on a une diversité et qui fait qu'au bout du compte, dans notre repas, on est extrêmement équilibré et on a fait tout le temps, donc du coup, ces menus à la française et ces services français nous permettent d'avoir en fait un équilibre alimentaire que maintenant, avec, c'est vrai, des modèles qui viennent un peu, surtout des États-Unis, etc., on veut retrouver à travers une éducation alimentaire, parce que vu ce qu'on a sur le marché aujourd'hui, les façons de manger très vite, n'importe quoi, dans n'importe quel ordre, etc., ça remet en question, en fait, ce qu'on avait appelé la déstructuration des repas. Hein, ça remet en question un peu cet équilibre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se pose la question de l'éducation alimentaire aujourd'hui. Et c'est vrai que nous n'avons pas un très bon souvenir parfois de nos expériences de cantine dans les écoles. Chacun peut... Peut-être que le terme de cantine parfois produit des bons, mais souvent des mauvais souvenirs. Et c'est vrai que pendant que vous parliez, je pouvais imaginer des cours au collège, au lycée, qui préparent le repas, qui soient des éducations au goût, et qu'ensuite le moment du repas ne soit pas seulement un moment où on va vite manger quelque chose que l'on n'apprécie pas, mais peut-être un moment où l'on puisse peut-être faire des ateliers, où il puisse y avoir des jeux, il puisse y avoir des mises en commun de savoir et de pratique, et là, ça donnerait peut-être plus de sens. Absolument, et vous avez raison d'insister là-dessus, parce que j'avais dit au départ qu'il y avait aussi l'éducation sensorielle, et il me semble que c'est une entrée
extrêmement importante aujourd'hui. On parle toujours d'expérientiel, où l'individu est tellement tourné vers lui, etc., et où je m'écoute, je me regarde, je me filme, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place avec des étudiants à Montréal, justement, de faire un cours sur le goût et la sensorialité, et avec des ateliers. Et c'est vrai que de prendre conscience, parce que les gens ne le savent pas forcément, et les jeunes pas du tout, de ce qui se passe et au niveau physiologique et au niveau du cerveau, puisque les neurosciences nous disent évidemment qu'on mange avec le cerveau. Les psychologues, etc., nous disent que manger, c'est affectif, c'est de l'affection essentiellement. Et de savoir donc... et de s'écouter pour savoir quand on mange quelque chose, à quoi nous renvoie le goût, l'appétence, à quoi nous renvoie le dégoût. Qu'est-ce qui se passe quand je mets quelque chose dans ma bouche? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes connexions nerveuses? Qu'est-ce qui me passe ça au niveau de mes hémisphères du cerveau? Qu'est-ce qui se passe au niveau du centre du plaisir? Est-ce que c'est l'addiction? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est etc. Eh bien, ces étudiants, c'était extrêmement intéressant. À la fin de ce cours, ont tous dit: mais on a complètement changé nos façons de manger une fois qu'on s'est écouté manger et que du coup on savait ce qui se passait au niveau neurophysiologique en fait. Et je pense que c'est des choses qu'on peut et qu'on devrait développer dans les écoles. Ce serait une façon aussi de faire des sciences de façon amusante. Alors, je vais prendre une nouvelle lettre. C'est, alors vous voyez là, c'est un L. Ok, donc L comme local. Ah oui, alors oui, local. Local. C'est un mot qui est très à la mode. C'est un mot qui est très à la mode et qui a donné d'ailleurs le terme locavore en alimentation, ceux qui mangent du local. Pour faire une petite réflexion en amont historique, il faut savoir que pendant très longtemps, on n'a mangé que du local, hein, quasiment. On n'avait pas le choix. Très longtemps, on n'a mangé que du local. Et puis, dès que les moyens de transport se sont développés, les moyens de transport ont ouvert finalement l'alimentation à l'ailleurs, l'alimentation au monde, etc. Alors, autant au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, on s'est ouvert aux produits d'Amérique, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, on en parlera tout à l'heure peut-être pour la tomate. Je veux dire que quand on voit ce qui se cultivait en fait en France jusqu'à l'arrivée des produits d'Amérique ou d'Orient qui venaient via l'Italie, etc., c'était bien, hein, mais c'était beaucoup du chou quand même. Hein. C'était un pays de chou. Voilà, donc voilà. Après, c'est vrai que quand on a fait venir des produits de l'ailleurs, on les a acclimatés. Donc acclimatés, ça veut dire qu'on les a rendus locaux. On est bien d'accord. Alors, il y a des produits qui se sont bien acclimatés, d'autres pas. Ensuite, quand on a essayé de faire du melon à Paris, c'était peut-être pas terrible. Le melon, c'est peut-être mieux dans le sud. Voilà, bon. Voilà, donc toutes sortes de choses comme ça qui se sont mises en place. Mais c'est surtout avec la grande révolution technologique et la grande révolution des transports du 19e siècle, que là, avec les trains, les bateaux à vapeur, enfin, et toutes ces choses-là, toute la technologie moderne des transports, là, on a pu vraiment ouvrir l'alimentation, mais vraiment au monde, non plus en acclimatant, mais en transportant des denrées. Hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc en transportant des denrées, ce qui fait que finalement on a eu une sorte de cosmopolitisme, comme on disait, des produits, des hommes. On va découvrir plein de produits du coup qu'on peut importer. Hein. Alors autant sur le territoire français, je vais dire qu'à Paris, du coup, on pouvait manger des produits de la Provence, que au niveau du monde entier. Alors ça, c'est quand même une première mondialisation, on va dire, enfin une deuxième, hein, si on parle après de la première qui serait les grandes découvertes, la deuxième mondialisation. Et puis la troisième, c'est quand même ces années 1980-90, hein, qui sont la dernière mondialisation, hein, la troisième mondialisation, où là, on a non seulement
les produits qui circulent partout dans le monde, mais le monde qui s'organise avec des secteurs de production spécialisés, hein, et où, par exemple, on va faire du porc en Bretagne, dans des fermes-usines, donc avec cette mondialisation, cette nouvelle mondialisation. Donc c'est la financiarisation, hein, de l'alimentation, la multinationalisation de l'alimentation. Donc on va faire du porc en Bretagne, mais on va aller le découper en Europe de l'Est, dans un pays d'Europe de l'Est. On va aller le transformer dans un pays d'Europe du Nord. On va aller le retransformer, je sais pas, en Belgique. Et puis on va le revenir à manger sous forme de plats tout préparé ou de porc débité ou je ne sais quoi en France. Voilà. Donc ça, cette extravagance, on va dire, hein, de la production alimentaire telle qu'elle s'est organisée. Alors, c'est autant au niveau de l'élevage qu'au niveau de l'agriculture, avec des zones de spécialisation, avec des concentrations, avec tout ce qu'on appelle cette agro-industrie, hein, qui se met en place aujourd'hui. Eh bien, cette mondialisation de la production, de la distribution, qui entraîne aussi une mondialisation des formes de consommation, a fait qu'on a abouti à un phénomène du retour au local. Hein. Alors, retour au local, pourquoi ? Dans un premier temps, je dirais que les premiers mouvements de locavorisme, c'était des mouvements, j'allais presque dire, de résistance à la nouvelle organisation mondiale de l'économie. En disant mais on est en train de fermer, les paysans, nos paysans ne peuvent plus faire face à cette concurrence. Donc les campagnes sont en train de se dépeupler. Enfin, bon, il y a le film qui est sorti là sur la Terre là, aujourd'hui, là, qui est sorti cette semaine, je crois, hein, qui montre très bien tout ce problème des paysans. Donc ça a été... Et puis on s'est rendu compte que donc l'exode des campagnes, les campagnes qui avaient tendance à devenir des lieux morts, et puis la souffrance de ces gens de la Terre. Donc ça a été une première chose. On s'est rendu compte aussi, donc on disait il faut revenir au local parce que la nourriture, l'alimentation locale, c'est ce qui va permettre aux économies locales de subsister, de se développer, au pays de vivre, hein, finalement. Et puis on s'est aussi rendu compte que avec cette industrialisation, finalement, c'était des modes de production qui n'étaient pas forcément très bons pour la santé, parce que quand on fait des très grosses productions intensives, des fermes-usines, enfin, etc., on a tendance à utiliser des produits chimiques, des intrants, pour le bétail, à donner toutes sortes d'antibiotiques, de machins, enfin, etc., toutes sortes de choses qui ne sont pas très bons pour notre santé. Donc ça a été la deuxième entrée par laquelle on a dit il faut revenir au local. Et puis aujourd'hui, peut-être que l'obésité, la malnutrition, etc., hein, la santé. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, la façon par laquelle on revient sur le local, c'est évidemment la transition écologique. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de calculer le coût carbone, en fait, de tous ces transports, de toute cette organisation de l'alimentation dans le monde, qui bénéficie à des multinationales, certes, mais qui ne bénéficie en fait ni aux économies locales, ni à la santé, et ni à la planète. Hein. Donc ce retour au local, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je pense qu'il faut faire attention parce que local, alors c'est la proximité, bien entendu, c'est la proximité, c'est la confiance, hein, c'est connaître le producteur, etc. Donc il y a plein d'initiatives, hein, qui se développent, évidemment les AMAP, même les restaurateurs qui travaillent avec les producteurs locaux, enfin il y a plein de choses comme ça, même le petit marché de producteurs, enfin donc il y a plein d'initiatives qui se développent. Donc important, connaître, avoir confiance, etc. Je dirais simplement qu'aujourd'hui on a tendance
ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner, parce que comme vous le savez, je suis un peu engagée quand même dans ce que je fais. Pour moi, ce n'est pas juste un travail de chercheur. Pour moi, le chercheur, il doit s'engager dans son temps. Mais ça, c'est bon, c'est une autre histoire. Donc, si vous voulez, il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de tendance. Par exemple, moi, quand j'entends dire on va faire du bio dans les cantines scolaires, oui, c'est bien, c'est très bien le bio, sauf que on ne sait pas très bien ce que ça regroupe, parce que la charte qui précise que c'est le bio, c'est quand même assez léger. Bon, pas dire que ce soit très très rigoureux. C'est surtout aussi que maintenant, toutes les grosses entreprises, les multinationales font toutes du bio. Maintenant, bon, c'est clair. Donc je préférerais, moi, qu'on dise que dans les cantines, on va faire du local, ou on va faire de la proximité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour aller, en partant du local, on peut revenir aussi sur la question de terroir. Et est-ce que le terroir, c'est un retour en arrière? Est-ce que le local, c'est un retour en arrière? Ou est-ce que c'est un développement d'une autre notion? Est-ce que le terroir, c'est une chose qui est traditionnelle ou contemporaine? Alors, c'est très compliqué, cette histoire du local, parce que le local... c'était, et surtout pour l'alimentation, c'était des choses, c'était des points de vue qui étaient mis en avant autant par des mouvements alternatifs que par des mouvements comme Slow Food, etc. etc. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu compliqué, j'allais presque dire, depuis qu'il y a des partis politiques catégorisés extrême droite, etc., qui se sont aussi emparés du local. Donc, du coup, les gens de gauche qui disaient local n'osent plus dire local. Donc, ça devient très compliqué, le local. Et le terroir, c'est pas plus simple non plus. C'est pas plus simple non plus, parce que, en fait, le terroir, c'est quoi? C'est quoi le terroir? Et puis, c'est une notion très difficile à expliciter. Parce qu'au départ, terroir, ça vient du mot d'ancien français qui est terroir. Et terroir, ça voulait dire territoire, tout simplement. Donc le terroir est simplement un territoire. Alors ensuite, au XVIIIe siècle, on a eu des développements de la chimie, et notamment, je pense à Fourcroy, qui avait développé pour le vin des recherches sur la vigne, et qui a développé des choses en disant, au XVIIIe, donc, le goût du territoire, donc du terroir, se retrouve dans le vin. Bon, donc ça, et donc on a développé autour du vin l'idée de l'importance du sol, l'importance de tous ces micro-organismes qui sont dans le sol et qui se communiquent, et qui fait qu'un produit sur tel sol n'aura pas non seulement le même rendement, mais le même goût qu'un produit sur un autre sol. Ensuite, on a commencé à élargir cette notion de terroir, qui est devenue, qui s'est associée en fait à tout un ensemble, le climat, Rollinger, un chef comme Rollinger qui est à Cancale, il a une très belle expression, il dit « mon terroir c'est le vent ». Donc c'est très beau ça, mon terroir c'est le vent, c'est à la fois poétique et à la fois c'est vrai, voilà. Bon, et puis ensuite de tous ces éléments, donc vous voyez, on est parti du sol et puis on est arrivé au vent, et on a élargi du milieu naturel au milieu social. Donc le terroir, c'est aussi des habitudes, de culture, des usages, des savoir-faire, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et donc, vous voyez que le terroir, c'est devenu vraiment une espèce de truc absolument énorme où personne ne s'y retrouve véritablement parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et finalement, on dit aujourd'hui que c'est en fait le terroir, c'est un mot qui permet de définir en fait une dialectique complète entre écologie, économie, histoire,
territoire, etc. Et on a un peu le terroir à toutes les sauces. J'aimais beaucoup des amis américains qui me disaient qu'ils étaient terroirisés par le terroir français, parce que les Français ont aussi dit pendant très longtemps que le terroir, c'était français, et qu'il n'y avait que la France qui avait du terroir. Et alors c'est vrai que quand les autres, ils ont dit, mais attendez, nous aussi, on a des territoires, nous aussi, on a des sols, des climats, des usages, etc. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui, tous les pays du monde revendiquent le terroir. C'est plus du tout quelque chose de français. Donc il y a des produits de terroir en Amérique du Nord, il y a des produits de terroir en Chine, il y a des produits de terroir absolument partout. Et ces produits de terroir ont donné à un moment en France, mais ça se propage aussi dans le monde, donner lieu à tout ce qu'on va appeler les paysages de qualité. Mais tout ce qui est IGP, enfin ancienne AOC, et puis au niveau européen, toutes les appellations comme ça d'origine qu'on va trouver aujourd'hui, qui sont ces signes de qualité qui sont liés à des produits de terroir, mais qui ne représentent pas tous les produits du terroir. Donc voilà, il faut faire bien la distinction entre les signes de qualité et ces signes de qualité qui sont des signes de l'origine, qui sont mis en place juridiquement pour qu'il n'y ait pas de concurrence, on va dire, comment on dit, c'est pas malhonnête, on dit de concurrence déloyale. Déloyale, voilà, merci, de concurrence déloyale à un certain nombre de produits. Ça, c'est une chose. Mais de mettre en place ces signes de qualité ne nous préserve pas de la survie ou pas de nos produits de terroir. Hein. Donc, ce sont des choses bien différentes. Et encore une fois, on a tendance souvent à mettre un peu tout dans le même sac. Et finalement, on va avoir des produits phares comme ça qui vont être protégés. Et encore, quand on voit le cas du camembert, là, ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire du camembert, où bon, on a changé finalement pour l'AOC les normes de production, etc. Bon, donc voilà. Quand on voit ça, il ne faut pas mettre les signes de qualité en avant pour masquer le fait que on est quand même en France dans un pays qui voit ses productions traditionnelles de terroir diminuer en réalité. Hein. Parce que quand je vois par exemple l'inventaire qui avait été fait dans les années 90, l'inventaire du patrimoine culinaire de la France qui a été fait, il y a eu un inventaire sur la région Provence, enfin c'était par région. Je sais que dans la région Rhône-Alpes, en 15 ans, il y avait à peu près 15-20% des produits qui étaient recensés dans cet inventaire et qui n'étaient plus produits. Hein, voilà. Et c'est la bonne transition pour passer à une autre échelle, aller du terroir à la région. Et entre autres, la région, c'est un R, là, comme celui-là. Et Julia Sergaud voulait développer cette notion de Provence, donc de région provençale ou de Provence. C'est encore un autre terme, là, comme ça, qui est une autre échelle. Et... Oui, c'est une autre échelle. Est-ce que j'oserais parler, moi qui ne suis pas spécialiste de la Provence, parler ici de la Provence? Je ne sais pas, mais enfin, j'avais un petit peu travaillé dessus, parce que ce qui est intéressant quand on voit la richesse du terroir de la Provence, et je vous renvoie donc à cet inventaire du patrimoine culinaire qui avait été fait dans les années 90, et ça vaudrait la peine de voir en Provence, ça je ne l'ai pas fait, de voir quelles sont les productions qui subsistent encore et quelles sont celles qui ont disparu dans ces produits de terroir. On n'est pas dans les produits de qualité, enfin dans les signes de qualité, mais dans les produits de terroir. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vrai que quand on dit Provence, on pense huile d'olive, ail, tomate. Voilà. Non, j'ai oublié quelque chose peut-être. Olive, tomate, non? Fromage de chèvre. Oui, parce que oui, il y a plein d'autres choses évidemment, mais on va penser à ça et on va dire, quand on voit les livres sur la cuisine provençale, etc. Voilà, c'est ces produits phares qui sont mis de l'avant, mais aussi, vous avez raison, les fromages de chèvre. Et moi, j'ai travaillé un peu sur l'histoire, et puis je me suis rendu compte que en réalité, la Provence, une partie de la Provence qui ne faisait pas partie de la France d'ailleurs pendant longtemps, mais on a toujours, en fait, depuis l'Antiquité et puis jusqu'à la Renaissance, on a toujours loué la Provence.
et louer les produits de la Provence. Alors, j'ai noté quelques petites choses d'un texte de 1551 qui nous dit le riz, le bétail des terroirs d'Arles, les vins, les plantes odorantes, les fruits, les vignes, les olives, les agrumes, les citrons, les figues de Marseille ou d'Arles, les prunes d'Apt, les grenades d'Hyères, les pêches, les abricots, les cerises, les coings, les jujubes, les caroubes, les amandes, les cormes, les oignons, les raisins, le muscat, les poires muscat, les pommes de paradis, qui était le nom qu'on donnait aux tomates. Donc vous voyez déjà au XVIe siècle. Donc vous voyez la richesse de ce terroir, avec en plus des apprêts, qui sont des apprêts culinaires et même des traditions de conservation qui sont aussi propres à la Provence sur certains produits, parce que autant les conserves, au sel, la dessiccation, les machins, on retrouve ça partout, mais avec des produits typiquement provençaux, comme ce qu'on appelait le cavial, au XVIe siècle, et qui étaient les œufs d'esturgeon, évidemment, les conserves de capre, d'olive, enfin, etc. Donc, une grande réputation déjà de tous ces produits. Et puis des petits fromages. Des petits fromages. Mais ce que j'ai trouvé, ce n'était pas les fromages de chèvre que j'ai trouvé dans ces textes anciens. Alors, il y avait quelque chose, je ne sais pas si ça existe encore, que j'ai trouvé qui m'a beaucoup intriguée. C'était qu'on faisait bouillir du lait, on récupérait l'écume du lait, et on récupérait toute cette écume et ensuite on sucrait un peu ça, et ça, on nous dit, enfin j'ai lu que c'était une spécialité de la Provence. Je ne sais pas si ça existe encore dans certaines familles ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc on a tout ça, et puis donc très vite les produits de Provence sont très renommés. On en trouve sur les marchés parisiens au XVIIe siècle. Il y a des épiceries qui vendent les produits de la Provence. Et puis, ils ont une réputation, évidemment, de bon goût. Et il faut savoir que la Provence, c'était l'ailleurs. Enfin, vous savez que très longtemps, avec le centralisme français, c'est-à-dire que même lorsque il y a certaines régions, le comté de Nice, etc., ont été rattachées de la France, c'était quand même très loin, et puis c'était un peu la barbarie, comme la Bretagne, comme le Languedoc, comme etc. Il n'y avait que l'Île-de-France qui était civilisée, tout le reste c'était un peu bon. Mais donc pendant très longtemps en Île-de-France on ne s'est pas intéressé, il y avait ces produits qui venaient, mais la cuisine provençale n'était pas connue. Et c'est seulement en 1830 qu'on a eu le premier livre publié donc de cuisine provençale, qui était Le cuisinier Durand. Et puis en 1835, Le cuisinier méridional, qui n'est pas signé. Et puis il y en avait un autre, qui est le fameux Morard aussi, de 1896, avant qu'on ait la Bible, le Reboul, donc à la fin du 19e siècle. Et là, on découvre tous ces apprêts. D'accord ? Parce que dans les grands livres de cuisine du XVIIe et XVIIIe siècle, qui sont surtout, on va dire, de la cuisine française, c'est-à-dire qui se reportaient surtout à l'Île-de-France, qui était la grande cuisine, la cuisine des élites, la cuisine de cour, cuisine, etc. Il y a des historiens qui ont fait des recherches pour savoir s'il y avait des appellations à la provençale. Et en réalité, il y avait quelques appellations à la provençale où, en effet, on trouvait de l'ail, de l'huile, des herbes odoriférantes, enfin des choses comme ça, mais vous voyez, évidemment pas la tomate, puisqu'elle n'était pas encore entrée dans les mœurs, mais voilà, la vraie cuisine provençale, elle commence à être connue, surtout au XIXe siècle. Et à la fin du XVIIIe, on a des restaurants à Paris qui font connaître aux élites centralisées, on va dire, pour être gentil, la cuisine des régions et celle de la Provence. On a le fameux restaurant des frères provençaux qui ouvre au Palais Royal en 1786, je crois, quelque chose comme ça, et où il propose une bouille abbesse,
en 3 mots. Je salue ici la mémoire de Misette Godard, qui avait fait un magnifique travail sur la bouillabaisse, et ce qu'on appelait à l'époque la branlade de Montru, la branlade de Nîmes. Donc on a après appelé la brandade. Et donc quand ils présentent ça à Paris, on découvre le goût de la Provence, et on découvre cette cuisine provençale. Voilà. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous ramènerait au rôle de la Provence et aux produits de la Provence dans tout ce qui est mis en place autour de la diète méditerranéenne, etc. Mais enfin, bon, je ne vais pas en parler encore longtemps. Et on pourrait peut-être revenir à la question de nature par la lettre S. S comme saison ou saisonnalité. Et finir là-dessus pour aller après manger ce pain et boire quelques verres ensemble. Je dépasse les 5 minutes, je suis incapable de Non, mais c'est pas grave. Alors oui, on revient avec la nature, parce qu'en finir avec la nature, donc on était là, et à la saison, il faut savoir que dans l'alimentation, l'idée de la saisonnalité est liée profondément à l'idée de la nature. Et alors, il faut bien faire la part des choses entre ce que nous, les historiens, nous pouvons dire et qui sont basés sur des connaissances qu'on a à partir de textes imprimés, etc., etc. Mais les textes imprimés ne rendent compte que de la culture de certaines élites sociales, celles qui avaient les moyens, celles qui savaient lire, etc. Alors, je ne vous dirai pas que la saisonnalité et l'idée de saisonnalité est rentrée en France au XVIIe siècle. Ça, c'est ce que nous constatons quand nous travaillons sur les livres de cuisine, les livres anciens de cuisine. On se rend compte que, en fait, quand on avait dans la cuisine médiévale, on ne se soucie absolument pas de la saisonnalité. Les élites, au contraire, font venir des denrées, font venir surtout les épices, etc., des contrées lointaines, parce que c'est un signe extérieur de richesse, tout simplement. Et puis, c'est en développant l'idée... Donc, tout ce qui était ce qu'on va appeler les herbes autochtones, les racines. Quand j'étais petite, quand on me disait manger des racines, je croyais qu'on mangeait les racines des arbres. En fait. Bon, et souvent, les enfants, ils ont cette... Non, quand on dit les pauvres, ils mangeaient des racines, bah oui, ils mangeaient des navets, ils mangeaient des panais, ils mangeaient en fait toutes sortes de choses comme ça. Et ça, c'était pas chic, c'était pas les élites, elles en mangeaient pas. Donc tout ce qui était les salades, les herbes, je sais pas moi, la ciboule, l'estragon, enfin, on ne trouvait pas ça dans la cuisine médiévale. Donc tout ce qui était local, tout ce qui était en rapport avec la terre, la saison, etc., on ne le trouvait pas. Et c'est seulement lorsque se met en place au XVIIe siècle une cuisine française, avec le fameux livre 1651, Le cuisinier français, écrit par le cuisinier Lavarenne. Et c'est au moment où Louis XIV veut développer en Europe une prééminence du goût français dans tous les domaines. Donc on va inventer des ordres français dans l'architecture, une architecture française. On va inventer des écoles d'art, de peinture française pour se démarquer de l'Italie. On ne veut plus que ce soit Rome, l'Italie, etc. On veut que ce soit la France. Et Louis XIV va aussi faire en sorte de développer une cuisine française. Et donc, il va donner des moyens pour qu'on développe une cuisine française. Et on va développer cette cuisine française. Et dans cette cuisine française, évidemment, on va prendre le contre-pied de ce qui se fait partout et de ce qui se faisait en France avant et de ce qui se fait partout en Europe, c'est-à-dire ce qui relevait de la cuisine médiévale. Alors évidemment, on a une spécialiste de l'Italie, j'imagine ici, donc évidemment que les Italiens, ils avaient déjà ce rapport à la saisonnalité, mais ils ne l'avaient pas théorisé. Alors qu'en France, les cuisiniers et les milieux, on va dire, du discours sur la cuisine vont théoriser ça. Et ça va être d'ailleurs le XVIIe siècle et le grand siècle de la naturalité, en fait. On va autant mettre en valeur les produits locaux, les produits de saison, donc,
que les arbres. Il ne faut pas oublier que Louis XIV va verdir les villes. Il va planter les boulevards et il va planter des arbres partout dans les boulevards, sur les boulevards. Donc, et la nature est bonne pour l'homme, donc on veut vivre. Donc, après, ça va donner le mouvement romantique, etc. Enfin, tout le monde connaît les trucs de Marie-Antoinette, la ferme, la nature, Marie-Antoinette, à Versailles, etc. Ça fait partie de ce mouvement du rapport à la naturalité. Et donc, en cuisine, la France va théoriser, et en alimentation, ce rapport à la naturalité en disant on doit manger des choses de saison. Et c'est de là que nous vient notre tradition du menu de saison, qu'on retrouve encore partout, hein, chez les chefs, etc., du menu de saison, c'est-à-dire manger ce que la saison produit, sachant que tel produit, tel fruit, tel légume, mais aussi tel fromage, telle viande, tel poisson, etc., est meilleur à tel moment qu'à tel autre moment. Ce sont les produits de saison. Alors, encore une fois, on revient aujourd'hui à la saison, encore qu'il faudrait faire une éducation à la saisonnalité, parce que beaucoup de gens ne savent plus très bien ce que c'est que les produits de saison, puisqu'on a un peu perdu le rapport à la terre. Hein, donc on est surtout des populations urbaines, on ne sait pas, on va au supermarché, on trouve des fraises en décembre, et puis on pense que ça pousse en décembre, il n'y a pas de problème. Bon, donc on a perdu ça, et en même temps, en fait, ce que nous pensons avoir perdu, c'était en fait une conquête au XIXe siècle. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à faire la conserve industrielle, une des premières choses qu'on disait au XIXe siècle avec la pertisation, parce qu'avant, évidemment, il y avait les conserves, mais la pertisation qui permet de faire les conserves de petits pois, d'asperges, de machin, etc., c'était merveilleux, parce que on disait qu'on avait aboli les saisons. Et c'était comme une conquête technologique extraordinaire d'avoir aboli les saisons, ce que nous continuons à faire aujourd'hui, puisque nous mangeons tout à n'importe quelle saison, au prix. Donc du coup, on revient au localisme, etc., etc. Donc au prix, évidemment, du coût CO2, etc., etc. Et donc voilà, du coup, on doit réapprendre la saisonnalité. Évidemment parce que les produits sont meilleurs, parce que c'est plus écologique, parce que c'est meilleur pour la santé. Et voilà, donc il y a une éducation à faire. Et je pense qu'on voit que tous les thèmes sont totalement liés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Julia. Je propose qu'on applaudisse. Oui. Merci à vous.